Radio France Internationale présente une série d'interviews filmées avec les deux auteurs du livre La Chine et le monde, Sophie Boisseau-du-Rocher et Emmanuel Dubois de Prisque. Voici l'épisode sur la nouvelle route de la soie. Là où ça nous intéresse, c'est quand même ce que fait l'Europe dans tout ça. Les routes de la soie sont un projet intéressant et qui est un projet de toute façon maintenant inscrit dans la constitution chinoise. C'est le grand projet de politique étrangère de Xi Jinping et donc on ne peut pas l'ignorer. Ça serait complètement ridicule. Et puis il y a des besoins tout à fait, je dirais tout à fait de base que ces routes de la soie pourraient remplir. Je pense par exemple à l'Asie du Sud-Est qui est tout à fait déficiente en infrastructure portuaire ou en infrastructure routière ou du train. Et donc, évidemment, à ce titre, les routes de la soie remplissent un besoin qu'il faut tout à fait respecter. Et donc, la banque qui a été mise en place par les Chinois est une banque qui mérite notre intérêt. Et donc, nous avons eu raison, je pense, les Français et certains autres pays européens, d'y être représentés. Maintenant, ce qui est important, c'est de voir comment ce projet, qui est un projet qui vise au final à défendre le développement et les intérêts chinois, pourrait se mettre en place d'une façon plus harmonieuse pour les pays bénéficiaires. C'est vraiment la question essentielle qui est posée aujourd'hui, près de 6 ans après leur lancement, parce que certains pays constatent un hiatus entre ce qui a été promis et ce qui est véritablement réalisé, notamment par exemple en termes d'emploi de la main-d'œuvre locale. On se rend compte que les Chinois exportent également leur main-d'œuvre et que ces projets d'infrastructure sont construits avec des technologies, des fonds et une main-d'œuvre chinoise. Donc je crois que les négociations qui sont en train d'apparaître avec le Pakistan, avec la Malaisie, avec certains pays d'Afrique sont très intéressantes et il va falloir les suivre avec beaucoup d'attention pour bien comprendre la capacité d'ajustement des Chinois. Moi je pense qu'elle est réelle et précisément pour sauver ce grand projet, me semble assez probable que Xi Jinping et son équipe soient obligés de faire des compromis et ces compromis vont être révélateurs de la marge de manœuvre dont nous pourrions bénéficier éventuellement en négociant avec la Chine. On l'a vu avec la Thaïlande, par exemple, où la Thaïlande a imposé certaines conditions et a dit qu'il n'était pas question de laisser le territoire autour du chemin de fer être récupéré, je dirais, par les Chinois. Je crois que, oui, il y a effectivement une volonté chinoise, très clairement, mais cette volonté peut se heurter à une certaine, je dirais, passivité de la population qui fait que ces projets pourraient ne plus être aussi rentables que cela si ils sont boudés, entre guillemets, par les locaux. Donc les Chinois ont également intérêt à tenir compte des desiderata locaux qui sont très différents suivant les pays et à mon avis, ils vont bien comprendre que leur intérêt est d'inclure dans les négociations des acteurs locaux qui vont faire évoluer le projet. On voit aux Maldives qu'il y a une contestation. On le voit également, je crois que l'exemple du Sri Lanka a servi de signal à beaucoup d'autres pays. Donc je suis pas sûre que je suis pas sûre que les Chinois aient carte blanche. Donc bon, effectivement, il y a quand même beaucoup de pays qui sont un petit peu. Et le Laos, je pense à le Laos, c'est très triste. Voilà. C'est très triste le Laos. Et Laos est perdu, mais là on voit bien l'asymétrie aussi de la relation. Le Laos est un tout petit pays, 7 millions d'habitants, c'est-à-dire la population de Kunming, et donc il y a un déséquilibre évident. Les Laotiens et le gouvernement laotien a résisté aux pressions chinoises pendant 8 ans, 9 ans, enfin on le montre bien dans le livre, et puis Xi Jinping a pris les choses en main et a véritablement imposé au Parti communiste laotien cet accès
l'acceptation des routes de la soie. Et aujourd'hui, le gouvernement est dans une situation très délicate parce qu'il craint évidemment, d'une part, que le projet profite d'abord aux produits chinois et non pas à la circulation du Laos, et d'autre part, de s'être mis à dos une dette qu'il va mettre des années, des décennies à rembourser. Paradoxalement, les pays autoritaires, pour eux, c'est plus difficile de résister à la pression chinoise. Parce que quand vous avez une alternance politique, par exemple comme en Malaisie, bon la Malaisie mais on voit bien que l'opposition parfois a intérêt à s'appuyer sur un sentiment un petit peu anti-chinois qui monte dans la population et pour remettre en cause l'influence chinoise dans la région. Alors qu'un pays comme le Laos, effectivement, même le Cambodge, on voit bien que c'est verrouillé et les élites au fond font ce qu'elles veulent parce que l'intérêt quand même, c'est aussi les élites qui touchent énormément d'argent de la part des Chinois sur un grand nombre de marchés, qui elles-mêmes... On a vu avec la Malaisie. L'ancien vice-premier ministre, oui, de Malaisie, évidemment, mais le premier ministre de Malaisie, mais l'ancien vice-premier ministre ou le ministre du Commerce du Laos a été démissionné parce que précisément il avait touché beaucoup trop d'argent. Il y avait un rythme de vie qui était vous avez certains largement pays africains, supérieur. Vous avez certains pays africains aussi qui sont aujourd'hui très très dépendants de la Chine et dont les élites sont très très dépendantes de la Chine.